Bonjour à tous les internautes qui ont choisi aujourd'hui de venir nous rejoindre à l'occasion de ce chat organisé par la Fondation Mustela. C'est le troisième d'une série qui est là pour accompagner les parents dans la parentalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Liliane Némé-Pierre, qui est psychologue clinicienne, psychanalyste aussi, qui a exercé à l'hôpital Robert Debré et qui aujourd'hui exerce dans son cabinet et qui a mis en place aussi, en particulier, pas uniquement, une consultation pour les bébés et les jeunes enfants. Donc merci Liliane d'avoir accepté d'animer ce chat avec moi. Liliane Némé-Pierre a écrit de nombreux ouvrages sur le sommeil des enfants, dont un d'ailleurs que la Fondation Mustela avait primé, oui. Qui est cet enfant qui ne dort pas. Donc aujourd'hui nous allons parler toutes les deux donc, de cette problématique que rencontrent les jeunes parents ou les parents tout court, et nous allons essayer de répondre aux questions tout en considérant que nous avons reçu vraiment un très grand nombre de questions. Donc la première que nous pose Letty04, donc ma fille de bientôt 10 mois ne fait pas ses nuits, j'ai tout essayé mais rien n'y fait. Elle me les a fait pendant 2 semaines à l'âge de 4 mois et depuis, plus rien. Elle se réveille plusieurs fois par nuit. Avez-vous des conseils à lui donner ? Alors, ce qui est assez positif, c'est que cette petite fille a quand même réussi à faire ses nuits à 4 mois, pendant 2 semaines, je crois. Tout à fait. C'est ça, pendant 2 semaines. Donc, à partir du moment où un bébé fait ses nuits, ou un enfant fait ses nuits, il en fait une, il peut les faire toutes. Donc, de dire à ces parents-là que cette petite fille peut les refaire. Alors, dès que ça se dérègle, parce que le sommeil, c'est un peu comme un réglage. Donc, dès que ça se dérègle, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'entourage de l'enfant, dans l'entourage du bébé. Est-ce que les parents ont vécu quelque chose de difficile? Est-ce qu'ils ont été contrariés? Est-ce qu'ils ont eu un stress particulier? En général, un dérèglement de sommeil, quand l'enfant a réussi à faire ses nuits, ça n'arrive pas, ça ne tombe pas du ciel. Il y a toujours quelque chose. Alors bien sûr qu'ici, je ne peux pas chercher les raisons, c'est pour ça que les consultations de sommeil durent 2 heures, c'est qu'on essaye d'identifier les causes de ce dérèglement. Je dirais dérèglement, puisque cette petite fille y arrivait. D'accord. Ensuite, il y a une question là sur un enfant qui est plus âgé. Donc mon fils de 5 ans donc, a besoin de nous à côté pour s'endormir, se réveille la nuit, et soit vient dans notre lit ou mon mari va finir la nuit dans son lit. Mon mari est en déplacement, donc absent la semaine, et ce petit garçon a visiblement une sœur de 6 mois. Mais faisait comme ça depuis déjà bien avant son arrivée. Bon, il a longtemps dormi avec nous. Comment faire maintenant ? Il n'a pas de peur ou de cauchemar, en tout cas, ne décrit rien. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas par rapport à cela. Oui, il a 5 ans. 5 ans, et donc une petite sœur de 6 mois qui est arrivée. Donc c'était déjà antérieur à l'arrivée de cette petite sœur. Donc très souvent, je vois des parents qui résolvent le problème de sommeil en prenant l'enfant dans leur lit, parce que les parents travaillent, les parents doivent être opérationnels, et donc on ne peut pas continuer à se lever 10 fois dans la nuit, donc on finit par le prendre dans son lit. Mais je vois aussi des parents qui sont confrontés à des troubles du sommeil et qui jamais ne résoudront le problème en mettant l'enfant dans leur lit. Parce que quand on met l'enfant dans son lit, l'enfant a ce privilège d'être avec les parents et il va avoir du mal à y renoncer. Donc là, et en plus, ce qui est ennuyeux là, c'est que le papa va dormir avec son fils, c'est-à-dire que cet enfant de 5 ans arrive à séparer les parents la nuit. Donc, dans les problèmes de sommeil, il faut faire en sorte que le couple existe, ne veuille dormir ensemble et que l'enfant ne s'immisce pas, ne soit pas au milieu des parents la nuit, ou que l'un des parents n'aille pas dormir avec son enfant. Donc on pourrait dire que le sommeil de l'enfant en fait est très lié en fait à l'histoire du couple, c'est-à-dire le père et la mère ne peuvent pas être dissociés. Complètement. Sauf bien sûr quand il s'agit d'une cellule où il n'y a que la maman. Exactement, des familles monoparentales. Voilà. Mais le sommeil, ça se traite
avec les deux parents et avec le couple. C'est pour ça que dans mes consultations de sommeil, je fais toujours venir la mère et le père. Je ne fais pas de consultation de sommeil si le père ne vient pas alors qu'il est là. Enfin, même s'il est trop occupé, j'attendrai qu'il vienne parce que les problèmes de sommeil, c'est surtout la nuit. Et donc, c'est là que le couple fait face à ce trouble et doit gérer ce problème de sommeil. Est-ce que c'est toujours le même qui va se lever? Est-ce qu'il y en a un qui dit mets-le dans notre lit et l'autre qui dit non? Est-ce qu'il y a un conflit entre les parents? Est-ce qu'au contraire, les parents sont d'accord? Donc, c'est très important de voir le couple parental dès qu'il y a une problématique de sommeil. D'accord. Ensuite, une question qui vient d'Ostène. Mon bébé de 2 mois et demi se réveille presque toutes les nuits en pleurant, rien ne l'apaise. De plus, il fait un bruit pas possible en dormant, une sorte de grognement. Est-ce que c'est normal? Alors, il faut savoir que les bébés dans les premiers mois dorment la moitié de leur temps en sommeil agité. Donc le sommeil agité, qu'est-ce que c'est? C'est comme de l'éveil, mais ce n'est pas de l'éveil. L'enfant va bouger, va avoir des mouvements des yeux, va avoir des mouvements des extrémités et va faire des mimiques et des bruits. Donc il peut faire les mimiques de dégoût, de colère. C'est pendant cette période qu'a le fameux sourire aux anges, qui est une activité purement réflexe. Donc les parents, souvent, ne savent pas que le bébé s'endort en sommeil agité et dort au moins 25 minutes en sommeil agité et croient qu'il est mal. Si par exemple il a une moue de dégoût, de colère ou de peur, ils vont tout de suite le reprendre dans leurs bras, alors qu'il dort profondément. Donc ça c'est important de savoir que les grognements, les pleurs dans leur sommeil, c'est pas grave pour un bébé. Un bébé c'est bruyant. D'ailleurs il y a un tas de parents ou de mamans même qui ne peuvent pas dormir à côté de leur bébé parce que leur bébé fait plein de bruit. Si ce bébé-là fait des grognements, grogne, eh bien que cette maman le laisse puisqu'il ne se réveille pas. Hein, voilà, c'est pendant son sommeil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas justement les réveiller si on a l'impression qu'il n'est pas bien. Qu'il n'est pas bien. Voilà, il va se réveiller tout seul si vraiment il n'est pas bien. Mais sinon, pendant son sommeil, il se passe beaucoup de choses. Et il faut surtout ne jamais le sortir du lit. Quand il est dans son lit, même s'il grogne ou qu'il pleure un petit peu, il faut d'abord voir si ça dégénère ou pas. Mais si c'est des petits bruits seulement, il faut le laisser dans son lit. Et s'il se réveille, on ne le sort pas de son lit, parce que pour le bébé, s'il est sorti de son lit, ça veut dire que c'est fini. Il n'a plus besoin de dormir. Donc on le caresse, on lui parle à voix basse, etc. Mais on ne le sort pas et on ne le prend pas dans les bras, parce que dès qu'on veut le remettre dans son lit, il est évident qu'il n'est pas content du tout. D'accord, donc il ne faut pas perturber ce sommeil précieux. Exactement. Là, j'ai une question d'Émilie. Bonjour, que faire si un bébé d'1 mois allaité refuse de dormir dans son lit et pleure dès que on le repose dans son lit? Alors, ce bébé a 1 mois. Les bébés peuvent pleurer les premiers mois. Alors là, il me faudrait d'autres éléments. Il faudrait d'autres éléments pour répondre à cette question. Mais l'allaitement, je pense que c'est peut-être cette personne, hein, j'imagine, pose une question par rapport à l'allaitement. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'entre guillemets, le fait d'allaiter ou donner un biberon, est-ce qu'il y a une différence? Pas du tout. Mais ce qui est important et le conseil que je peux donner à toutes les mamans qui allaitent, c'est de ne pas laisser le bébé s'endormir au sein. Bon, les premières semaines, les premiers mois encore, mais sinon, après, ne jamais laisser le bébé s'endormir au sein, parce que ce qui est important pour que l'enfant arrive à dormir seul, c'est qu'il soit séparé de sa maman. Donc, dès au sein, la maman sent qu'il va s'endormir, elle le pose dans son lit ou dans son berceau. Mais ne le laisse pas s'endormir au sein, sinon l'enfant, le bébé, ne développera pas des stratégies pour se débrouiller tout seul et s'endormir seul. Et pendant longtemps, il sera dépendant du sein ou des bras ou du bercement. Et je pense à quelque chose, et par exemple, tout ce qui est autour du co-sleeping, c'est quelque chose qui est dans cet ordre d'idée, ou c'est tout à fait quelque chose de différent, le co-sleeping? Alors, le co-sleeping, il y a 2 choses. Il y a le bébé qui dort dans le lit de la maman, à côté, et il y a le bébé
qui est à côté, dans un lit séparé, mais tout proche de la maman. Moi, je ne suis pas du tout, je suis contre le fait de dormir avec son bébé, parce qu'on le sait bien, tous les pédiatres le disent, c'est très dangereux, on peut étouffer son bébé dans son sommeil, et il y a des cas qui ont montré que des bébés étaient étouffés, et il est important, bien sûr, pour l'allaitement, d'avoir son bébé à côté, mais pas corps à corps contre son corps. Là, j'ai une question de Rosemary. Mon fils de 18 mois n'arrive pas à s'endormir tout seul le soir, 18 mois. Il faut qu'il soit dans les bras de maman ou papa. Et si on le laisse, tout en restant près de lui en tentant de le rassurer, il devient hystérique. Et c'est pareil pour la sieste. En revanche, chez la nourrice, maintenant il s'endort tout seul l'après-midi, même s'il... Comme par hasard, chez les nourrices, ils dorment très bien. Mais c'est aux parents qu'on a... C'est avec ses parents qu'on a des comptes à régler, pas avec la nourrice. Alors, il a quel âge là? Il a 18 mois. Il a 18 mois. Alors, le fait de s'endormir seul, c'est un des grands problèmes récurrents du sommeil. C'est les parents ne font pas assez confiance à leur enfant et croient que parce qu'ils couchent leur enfant et que leur enfant pleure, ça y est, il faut rester à côté de lui. Il ne faut pas qu'il pleure quelques secondes, quelques minutes, il faut tout de suite qu'il ne dise rien. Or, il y a un tas d'enfants qui vont, j'allais dire, avoir du mal à se séparer de leurs parents, mais ça va dépendre de ce qui se passe dans la journée. Si je n'ai pas vu papa et maman de la journée et que je les vois une demi-heure le soir, il est évident que la séparation va être d'autant plus douloureuse que je ne les ai pas vus de la journée. Et si le matin et le soir, on fait tout à la va-vite, c'est la course, parce que c'est la vie un peu d'aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps, ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps d'avoir des échanges suffisants avec leur enfant, il est évident que l'enfant va leur faire payer et ne voudra pas se séparer. Et les parents ne se rendent pas compte que de rester à côté de leur enfant, ça ne le sécurise pas du tout. Au contraire, ça lui montre que la nuit est très dangereuse. Plus je reste à côté de mon enfant, plus ça veut dire que le trou de la nuit noire est vraiment dangereux et je ne lâche pas. C'est comme s'il était à côté d'un ravin et je ne lui lâche pas la main. On ne lui fait pas confiance. C'est-à-dire que le parent, sous prétexte de rassurer son enfant, fait le contraire. Au lieu de lui dire, écoute, on est là, on est à côté, il ne peut rien t'arriver, il n'y a pas de problème, ils lui disent, il y a des problèmes puisqu'on reste à côté de toi. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas rester, de ne pas avoir un corps à corps, c'est-à-dire tenir la main, prendre les cheveux de maman, etc. Que l'enfant arrive à trouver son pouce, sa tétine, ses cheveux à lui, son lobe de l'oreille, sa position, pour que lui trouve le sommeil tout seul et ne soit pas dépendant pendant des années de son père ou de sa mère. Et là, il va en jouer parce qu'il voudra que maman, il ne voudra que papa. Et si les parents ont dans leur histoire, et c'est pour ça que la consultation de sommeil est longue, si les parents ont dans leur histoire une problématique de séparation douloureuse, il est évident qu'au moment où l'enfant va faire « un », le parent va venir tout de suite parce qu'il aura l'impression que lui aussi, il vit une séparation douloureuse. Donc, c'est très important de voir que le sommeil, ça se traite avec ce qui se passe dans la journée. Moins on aura vu ses parents et plus on aura de mal à s'en séparer. Mais ne culpabilisez pas les parents qui travaillaient. Si les échanges que vous avez avec eux sont de bonne qualité et sont intenses et que vous n'ouvrez pas Internet, que vous ne mettez pas la télévision en bruit de fond, que vous ne répondez pas au téléphone et que vous êtes vraiment dédié à votre enfant quand vous rentrez du travail, parce que moi maintenant je vois des parents qui font des jeux vidéo, qui sont au téléphone et qui sont pas vraiment avec leur enfant jusqu'au coucher, il est évident que si vous êtes vraiment dédié à lui jusqu'au coucher, ça se passera mieux. Et il vaut mieux faire des allers-retours, revenir quand l'enfant vous appelle, plutôt que de rester à côté de lui comme s'il était au bord d'un ravin. Puisqu'on parle de tous ces objets liés au digital, enfin ou au connecté, parlons justement, est-ce que ces objets ont une influence sur le sommeil des petits? Comment intégrer en fait ces objets, parce que ça fait quand même partie de leur univers, de l'évolution. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, pas faire avec tous ces objets connectés? Alors, normalement, il n'y a pas d'écran avant 3 ans.
Or, aujourd'hui, on voit même des petits d'1 an, de 14, 15 mois, qui appuient sur le téléphone portable, le smartphone, qui regardent des petits dessins animés. Et puis, il y en a qui regardent des dessins animés et il y en a qui ont des tablettes. Et je vois même des bébés aujourd'hui, il y a, je ne sais plus quelle marque fait ça, je ne ferai pas de publicité, plutôt de la contre-publicité. Maintenant, on met une tablette au-dessus du lit du bébé pour que s'il n'arrive pas à dormir, il ait son petit dessin animé. Et même dans les fauteuils relax, maintenant, il y a une marque qui a fait une tablette juste au-dessus du bébé, qui est dans son relax et qui regarde la tablette. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention. Un bébé ou un enfant n'a pas besoin de ça, d'écran. Le bébé et l'enfant ont besoin de faire des choses dans l'espace, avec leur corps et dans le temps. C'est-à-dire ils doivent s'affronter aux objets, sentir s'ils sont froids, s'ils sont chauds, s'ils sont lourds, s'ils sont légers. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui font des tours sur les écrans et sont incapables de faire une tour de cube. Parce qu'ils ne savent pas faire les choses en 3 dimensions, en réel. Donc, ce n'est pas du tout important. Alors, les parents sont un petit peu séduits parce qu'ils comprennent tout de suite le smartphone, ils savent où trouver le dessin animé. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de jouer avec des objets qui leur tombent des mains, et comme ça, ça fait des repères dans l'espace, dans le temps, et puis avec leur corps, ils ont besoin, pour comprendre l'univers et affronter l'univers, d'être en relation avec les objets. Bon, il y a ça, et il y a en même temps qu'aujourd'hui, on donne trop d'objets aux enfants aussi. Alors, je ne parle pas des jouets, on les gave. On voit les bébés maintenant qui ont plein de trucs dans leur lit. Moi, je suis tout à fait pour le petit mobile, le vrai mobile, où ça bouge à peine quand on vient avec le souffle des parents, pas les trucs qui tournent avec de la musique, il y a des trucs sur le côté, il y a des trucs sur le matelas, c'est pas possible. Un bébé a besoin de temps, a besoin de silence, a besoin d'être avec lui-même. Il a besoin, il vaut mieux qu'il joue avec ses pieds, avec ses mains, qu'il regarde en haut, mais sans être stimulé en permanence. Maintenant, même les bébés, on les stimule en permanence dans la journée. Donc, quand on les met tout seuls dans leur lit, il est évident qu'ils ne supportent pas. Si j'ai tout le temps des musiques, des trucs, des écrans et tout, quand je vais dans mon lit tout seul, je ne supporte pas. Et je pleure. D'accord. Là, j'ai une question d'Amy Sassier. Donc, après l'histoire, ma fille de 3 ans réclame après lui avoir raconté une histoire, ma fille de 3 ans réclame que l'on reste à côté d'elle et veut nous tenir la main ou le pouce jusqu'à s'endormir. Et elle met parfois 30 minutes. À chaque fois, j'essaye de m'en aller en lui disant bonne nuit. Elle sort de son lit et me tire sur le bras pour que je revienne. Mes explications, l'explication de la maman, c'est l'heure du dodo, tu auras des câlins demain, maman et papa vont manger. C'est sans effet. Si je refuse quand même, elle se relève plusieurs fois. Faut-il arrêter de céder ? Elle suce son pouce, mais ce n'est jamais attaché à un doudou. Peut-il y avoir un lien ? Elle suce son pouce ? Oui. Oui, elle a son pouce, c'est formidable. C'est quand on a son pouce, on a tout en kit pour dormir. Au moins, on ne perd pas sa tétine, on ne perd pas son doudou, on le met quand on veut. Elle a son pouce, et là, il y a cette maman qui parle, elle ne parle pas du papa. Alors moi, je voudrais bien savoir ce que fait le papa. Alors peut-être que cette maman répondrait « Ah mais oui, elle ne veut que moi, à côté. Là, justement, c'est au père d'y aller et de dire « Maintenant, c'est plus maman. Maintenant, c'est moi qui viens. » Et puis, le rituel, ce qui est important, c'est qu'un rituel, ça a toujours un début et une fin. C'est pas interminable avec une histoire, 2 histoires, 3 histoires. Chacun détermine qu'il va y avoir chacun son mode de raconter des histoires. Mais c'est 3, c'est pas 4. Parce que je comprends, il y en a une. Il y en a une, voilà. Là. Il y en a une. Donc elle s'arrête, voilà. Mais après, elle maintient sa mère à côté d'elle. Alors, est-ce qu'elle maintient sa mère à côté d'elle parce que sa maman ne joue pas avec elle, n'a pas le temps le soir ? La plupart des parents, ce qu'ils font, ils débarrassent la table, ils mettent une machine. Je le comprends très bien ça. Mais qu'ils le fassent après. Qu'ils jouent avec l'enfant dans sa chambre. Le rituel, il n'y a pas seulement lire une histoire. Dès qu'on a fini de manger, on ne recommence pas une autre journée, on ne recommence pas à jouer dans le salon avec papa et maman une deuxième journée. L'enfant a joué du matin jusqu'au soir. Il a suffisamment joué. Après le repas, on va dans la chambre de l'enfant, quand il a la chance d'avoir sa chambre, et on va jouer par terre avec lui calmement. Tout est calme, on canalise tout et on dirige tout vers le sommeil et vers le calme. On ne commence pas à prendre son bébé, à le faire sauter en l'air. On ne commence pas à faire des guili-guili, jouer à cache-cache et tout. Ce n'est pas le moment, au moment du coucher. Au contraire, on calme et on apaise les choses pour que l'enfant sente que peu à peu,
on se dirige vers cet apaisement qu'est le sommeil. Y a-t-il une question d'autorité Oui, une question d'autorité. Et là, on a beaucoup de conflits dans les couples, parce qu'il y en a un qui dit « mais moi, je ne peux pas le lâcher, sinon il se relève 10 fois ». Et puis, il y a l'autre qui dit « c'est pas grave, ben, il dormira quand il dormira ». Donc, il y a une question d'autorité. Et si l'autorité n'est pas mise dans la journée, il est évident qu'au moment du coucher, l'enfant ne l'acceptera pas. S'il n'a pas de limite dans la journée, je ne vois pas pourquoi il accepterait des limites au moment du coucher, au moment où il est seul dans sa chambre, dans le noir. Alors ce que je voudrais dire, parce que beaucoup de parents se trompent à ce niveau-là, pas besoin de veilleuse, pas besoin de guirlande, pas besoin de lumière dans la chambre jusqu'à l'âge de 2 ans. Le bébé n'a absolument pas peur du noir. Il n'est pas angoissé par le noir. C'est les parents qui sont angoissés, qui mettent quelquefois des lumières pour aller voir leur bébé la nuit, pour voir s'il respire bien, etc. Mais le bébé, habituez vos enfants à dormir dans le noir. C'est autour des 2 ans, quand il y a le développement de la vie psychique, de l'imaginaire, que l'enfant peut projeter sur les formes dans le noir qui lui semblent pas familières, etc. Il peut projeter des choses qui lui font peur, que là apparaît la peur du noir. Mais avant, pas de lumière, pas de veilleuse, pas toutes ces guirlandes lumineuses dont on garnit les chambres d'enfants aujourd'hui. Alors, là je dirais il y a 2 questions que l'on peut regrouper. Combien d'heures de sommeil a besoin un bébé, de manière générale? Et entre guillemets, qu'appelle-t-on faire ses nuits? Comment, voilà, quand on dit il fait ses nuits, bah, ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, oui, exactement, alors c'est très important, voilà. C'est très bien cette question, parce que j'allais dire, les parents se divisent en 2 catégories, ceux qui ont des enfants qui font leur nuit, et ceux qui ont des enfants qui ne font pas leur nuit. Alors quand des parents ont un bébé de 2 mois qui fait ses nuits, faire ses nuits, c'est ne plus avoir besoin d'alimentation la nuit. Et tous les pédiatres le disent, à partir de 6 mois, il n'est plus besoin d'alimentation de nuit. Donc pas de biberon d'eau, pas de biberon de lait, pas à manger la nuit à partir de 6 mois. Si le bébé va bien, n'est pas d'un poids insuffisant, enfin si le bébé n'a pas été trop malade, etc. Il n'y a plus d'alimentation de nuit. Donc faire ses nuits, c'est ne pas se réveiller la nuit pour avoir de la nourriture, le sein ou un biberon. Et je vois des enfants de 2-3 ans qui peuvent avoir 1, 2, 3 biberons la nuit parce que les parents, en désespoir de cause, n'ont pas trouvé d'autres solutions pour faire dormir leur enfant la nuit. Et les biberons la nuit, c'est encore pire parce que ça distend l'estomac. C'est un peu comme si vous aviez fait un très grand repas. Si on fait un très grand repas le soir, on sait très bien qu'on ne dort pas bien, on dort moins bien. Et ça distend la vessie, ça provoque des réveils, parce que l'enfant est inondé de pipi, enfin bon. Donc, et en plus, c'est un conditionnement. C'est le chien de Pavlov, je salive pour avoir le biberon que maman va m'apporter. Donc, il y a un moment donné, à partir de 6-7 mois, il n'y a plus ni le sein, ni le biberon, ni rien du tout. Bon alors, je donne comme ça des âges, mais ne culpabilisez pas s'il a encore quelque chose à 8 mois, mais à 3 ans, alors ça, non, à 2 ans, non. D'accord. Alors, il y a une question là qui est autour du cycle de sommeil et j'ai envie, moi, de vous poser la question en fonction de ce que je sais un peu de vous. Est-ce qu'on peut évoquer le train du sommeil à ce moment-là? La question est comment arriver à faire que l'enfant aligne plusieurs cycles de sommeil sans devoir remettre la tétine sans arrêt, mais peut-être que vous pouvez expliquer un peu... C'est très important cette question parce que très souvent, on ne sait pas que le sommeil se base sur des rythmes biologiques. Donc le bébé ou l'enfant n'a pas sommeil à n'importe quel moment. Et très souvent, beaucoup de parents qui viennent dans mon cabinet ne repèrent pas les signes annonciateurs du train de sommeil, du cycle de sommeil. Or, chaque bébé ou chaque enfant a des signes particuliers qui sont toujours les mêmes pour chaque enfant. Donc ça peut être le bâillement, se frotter les yeux, se frotter le lobe de l'oreille, prendre une mèche de cheveux. Ça peut être chez les enfants qui ont un teint transparent, les sourcils, les arcades sourcilières sont rouges
elle rougeoie, ça fait un peu comme un clignotant. Donc le tour des yeux qui peut être rouge. Donc l'enfant peut avoir tous ces signes-là. Il y a même des bébés qui se mettent le doigt dans l'oreille. Et souvent les parents disent « Oh ben non, il n'a pas de signe ». Et en plein dans mon cabinet, il se met à bâiller, il se touche le lobe de l'oreille, vous voyez. Donc si les parents savaient ça, mais je pense qu'il faudrait faire un peu une formation sur le sommeil avant d'être parent, pour les informer, c'est beaucoup plus facile de coucher un enfant si on le couche au moment où son train de sommeil arrive. Il va lutter beaucoup moins que si on le couche au milieu d'un cycle de sommeil. Donc ça, c'est très important. Et alors, il y a ces signes-là qu'on voit sur le corps, et puis il y a aussi des signes comportementaux, c'est-à-dire où le bébé ou l'enfant se replie sur lui-même. Vous voyez, on ne l'entend plus, il ne joue plus, il est avec son pouce et son doudou, il dit plus rien, il se met dans un coin, ou il s'allonge. Quand un enfant s'allonge par terre pour jouer, c'est qu'il a sommeil. Bon, ou alors, l'enfant est dans une excitation terrible, incanalisable, il est comme ivre, on lui court après, et les parents disent il a plein d'énergie. Il n'a pas plein d'énergie, il est ivre de sommeil, et là, on a déjà dépassé presque le seuil de sommeil. Donc, c'est très important de bien voir, quand on n'arrive pas à coucher un enfant, quand on n'arrive pas à poser un enfant, comme on a vu dans toutes les questions, il est important de le poser dès qu'il bâille. De lui donner son repas juste avant le train de sommeil, pour que dès qu'il a pris son repas, on puisse le coucher. C'est important d'être axé là-dessus. Et il y a beaucoup d'enfants qui se tapent contre leurs barreaux, qui dans leur lit, qui mettent du temps à s'endormir. Tous ces enfants qui se tapent comme ça contre leur lit, eh bien, il faut bien repérer le cycle de sommeil, parce que si on le couche en plein milieu d'un cycle, il est évident qu'il ne va pas trouver le sommeil, et là, il va se taper. Donc ces enfants-là, il faut les coucher bien à l'heure de leur train de sommeil. D'accord, c'est très intéressant. Et donc, pour revenir à la fin de la question, et de remettre la tétine sans arrêt, donc est-ce que du coup la tétine c'est une solution? C'est toute la question. La tétine est une solution à court terme. Ça calme l'enfant en désespoir de cause, mais le problème, c'est que jusqu'à au moins 15 mois, on est obligé de se réveiller, de se lever la nuit pour remettre la tétine dès que le bébé la perd. Alors, un conseil, la tétine, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que ça peut effectivement calmer un enfant, mais je trouve que du coup, les parents ne font plus l'effort de consoler leur enfant. Ils s'appuient sur la tétine, cette tétine qui est la sacrée tétine, enfin elle est sacrée cette tétine. Si on perd la tétine, c'est dramatique. Je trouve que ce qui est dramatique, c'est de perdre ses parents, c'est pas de perdre sa tétine. Donc je vois qu'au lieu de chercher ce qu'a son enfant, hop, on lui met la tétine. Hein. Et ce qui est important quand on voudrait qu'il n'ait plus de tétine, c'est déjà de la faire rester dans le lit. Il ne la garde que pour s'endormir, ne se promène pas un grand de 4 ans avec une tétine dans la rue, de ne plus l'avoir dans la journée. D'ailleurs, en crèche, ils n'ont pas la tétine dans la journée, et dès que papa et maman arrivent, viennent les chercher, ils veulent la tétine. Bon, ça c'est... il y a ça, et qu'est-ce que vous me demandiez si on peut... Comment l'enlever? Et surtout, ne pas donner la tétine si l'enfant ne la réclame pas. Je vois un tas de parents qui voient leur enfant assis tranquillement et qui vont lui mettre la tétine alors qu'il n'a rien demandé, alors qu'il ne pleure pas, qu'il est calme. Et tout de suite, alors cette tétine, elle est un peu magique, oui, elle calme, mais en même temps, l'enfant ne développe aucun moyen pour s'apaiser tout seul. Ou les parents non plus n'ont pas assez confiance en eux pour penser qu'ils sont les mieux placés pour consoler leur enfant. Donc il y a une question qui suit, qui est là-dessus, oui. qui demande comment supprimer cette tétine. Mais en fait, vous venez de répondre, parce que en réalité, c'est très lié, puisque en crèche, ils ne l'ont pas, à l'école maternelle encore moins. Et bien évidemment, c'est quand ils reviennent à la maison que là, ils savent qu'ils peuvent. Et c'est donc très lié, en fait, aux parents et à la tolérance des parents. Oui, oui. Voilà. Alors, donc, est-ce que les parents, là, doivent être très directifs, c'est-à-dire plus de tétine, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres superfuges pour peut-être, je ne sais pas, certains jours
je sais pas, dire on l'a perdu et puis peut-être que est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Alors faire que déjà, elle ne reste que dans le lit. D'accord, ce que vous avez indiqué, tout à fait. Déjà qu'il ne l'est pas dans la journée, oui. De ne pas comprendre ce qu'il dit quand il a la tétine dans la bouche. Oui. Je ne comprends pas ta tétine, je ne comprends rien de ce que tu dis, même si les enfants arrivent à parler très bien avec la tétine. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent très bien. Enfin, certains. Il y en a d'autres, ça ne favorise pas l'émergence du langage. Après, il va y avoir des solutions. On l'a perdu. Et puis, on se rend compte que la vie est quand même possible sans tétine. Sans tétine. Donc, on n'en rachète pas. Puisque à la crèche, de toute manière, ou à l'école, elle n'est pas autorisée. Elle n'est pas autorisée, exactement. Et puis, il y a des parents qui, au contraire, vont en racheter une. Et j'ai vu l'autre fois une petite fille qui avait 87 tétines. Elle avait 6 ans, mais dès qu'elle faisait une crise, on lui rachetait une tétine. Hein, donc ça devenait un peu un jouet, une collection de tétines. De tétines. Bon, c'est pas possible. Il y a un moment, c'est un peu comme un enfant qui a un biberon. Il y a un moment donné, le biberon du matin, ça y est, c'est fini. À moins qu'il y ait un bébé qui arrive dans la fratrie. Donc on peut dire, tu reprends un biberon ou tu as un biberon actuellement, puisque le bébé a un biberon. Mais il y a un moment donné, on donne un bol, le biberon, c'est fini. Alors il y a des parents qui disent, moi, ça ne me gêne pas. Tant qu'il voudra le biberon, je lui donnerai le biberon. Tant qu'il voudra la tétine, je voudrais. Puis il y a des parents qui le font violemment, qui disent ton anniversaire, quand tu auras 4 ans, tu n'auras plus de tétine. Ou le Père Noël qui emporte la tétine. Chacun invente une histoire pour enlever cette sacrée tétine. Il y a une histoire à trouver et qui est très personnelle et adaptée à chaque famille. Exactement. Donc là, on revient, c'est une question autour de ces enfants qui peuvent aller jusqu'à des accès de violence, entre guillemets, se cogner la tête contre les murs, ou cet enfant, donc c'est Anne-Cécile qui écrit « Si nous n'intervenons pas, elle s'énerve dans son lit et se coince les bras et jambes dans ses barreaux. Doit-on continuer à intervenir chaque nuit et être patient ou doit-on impérativement la laisser retrouver son sommeil seule ?» Elle a quel âge? Elle a 5 mois. Ah, elle a 5 mois. Oui. 5 mois, si vraiment. Parce que les lits à barreaux, maintenant, j'allais dire, je ne sais plus comment on dit, comment ? Voilà, homologués de telle sorte que l'enfant, qu'il ne puisse pas y avoir d'accident. Hein. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de pédiatres, spécialistes de la mort subite du nourrisson et tout, qui me disent qu'ils n'ont jamais vu d'accident avec les barreaux. Hein. Donc, cette petite fille de 5 mois, moi qui suis un peu contre le tour de lit après, on peut peut-être lui mettre un tour de lit pour qu'elle ne se coince pas les jambes et les bras, voir un petit peu pourquoi elle s'agite. Elle doit peut-être se mettre pas dans le bon sens, peut-être que le lit n'est pas bien placé dans la chambre, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas voir ça comme ça. Là, j'ai une question donc, de Flo autour de... elle a des jumelles de 15 mois qui font des terreurs nocturnes. Et là, elle demande quelle solution. Alors, 15 mois, c'est rare quand même de faire des terreurs nocturnes. Et est-ce que la maman décrit les terreurs nocturnes de ses jumelles? Non, la phrase est très courte. Parce que est-ce que ce sont vraiment des terreurs nocturnes? Parce que les terreurs nocturnes, c'est tout à fait différent des cauchemars. Les cauchemars, c'est un rêve d'angoisse qui réveille l'enfant. Il y a le loup qui me poursuit. Donc, l'enfant croit que c'est réel et a peur. Et là, il faut consoler l'enfant. Alors que les terreurs nocturnes, c'est un sommeil lent, très profond. L'enfant dort profondément et l'enfant est assis dans son lit et transpire. Il y a une question, je crois, il y avait un autre enfant qui avait des vraies terreurs nocturnes. Là, je ne sais pas, il est assis, il transpire, il voit comme une vision d'horreur, il a l'air terrifié, il hurle et au bout de quelques minutes, il se rendort tout seul. Ça, ce sont les terreurs nocturnes. À 15 mois, c'est rare. Et les terreurs nocturnes, l'explication principale, la raison principale, c'est le manque de sommeil. Est-ce que cet enfant de ces jumelles ou ces jumeaux de 15 mois, est-ce qu'elles dorment suffisamment dans la journée? Est-ce qu'elles font bien leur sieste? Parce que très souvent, c'est un manque de sommeil qui fait qu'au lieu de descendre progressivement dans le sommeil lent profond, on passe de l'éveil et on tombe brutalement dans le sommeil profond. Il n'y a pas de progression et ça crée la terreur nocturne. 15 mois, c'est rare quand même, à 15 mois, des terreurs nocturnes, mais cette maman, qu'elle regarde, si ces petites filles font bien 2
siestes, font encore 2 siestes par jour. Par jour. Oui. Deux siestes dans la journée. Dans la journée. D'accord. C'est 2 siestes qui est un peu la norme, c'est cela? Alors, jusqu'à 1 an, c'est 3 siestes. D'accord. Une le matin, en milieu de matinée. D'accord. Une en début d'après-midi. D'accord. Et une autre en fin d'après-midi, une petite sieste d'une demi-heure à 1 heure. D'accord. À partir de 15 mois, j'ai dit 1 an, jusqu'à 1 an 3, jusqu'à 15 mois, il reste les 2 siestes. C'est la sieste de fin d'après-midi qui saute. Et à partir de 15 mois, normalement, il reste une sieste longue en début d'après-midi. La sieste, ça se fait tout de suite après le repas. Ça ne se fait pas à 3 heures de l'après-midi. Ça se fait tout de suite après le déjeuner. Après le repas. Là, il nous reste 5 minutes, Liliane. J'ai 2 questions, dont une question autour de la sieste, mais avec 2 petites filles. Donc c'est Camille qui pose cette question. Elle a 2 petites filles, une de 3 ans, une de 5 ans, qui dorment dans la même chambre. Le coucher du soir est un peu problématique. Elle traîne pour aller se coucher et nous appelle X fois, sous de faux prétextes avant de s'endormir. Nous les couchons vers 20h30. L'aînée ne fait plus la sieste, c'est-à-dire qu'elle a 5 ans, elle ne fait plus la sieste, mais la petite la fait encore à la crèche, où elle ne pose aucun problème d'ailleurs. Alors que nous avons droit à des crises à chaque fois qu'on essaie de la coucher, nous, je suppose pendant le week-end, à la sieste. Ce problème existait déjà pour l'aînée, c'est-à-dire que la petite a reproduit ce que faisait sa sœur aînée. Que pouvons-nous faire pour qu'elle comprenne que dormir n'est pas une punition, bien au contraire? Alors c'est la petite là qui pose problème ou qui pose problème, mais la grande visiblement faisait la même chose quand. Mais c'est la grande aussi qui se réveille là, qui se relève 10 fois. Oui, mais elles dorment ensemble. Elles dorment ensemble. Alors là peut-être qu'il faudrait différer un peu le coucher. Il y en a une de 3 ans et une de 5 ans. Oui. Une de 3 ans. Donc peut-être que la plus grande peut se coucher un peu plus tard que celle de 3 ans. Pour qu'il n'y ait déjà pas. Parce que. En fait, on cède plus facilement un enfant quand il va réveiller l'autre ou empêcher l'autre de s'endormir. C'est le problème un peu de toutes les chambres où il y a plusieurs enfants dans la même chambre. C'est très bien, mais si l'un pose des problèmes, il empêche l'autre de s'endormir, celui qui s'endormirait très facilement. Alors, à 3 ans, elle fait encore la sieste. Si elle la fait facilement, c'est qu'elle en a besoin. Quand est-ce qu'on cesse de faire la sieste? Quand on voit qu'un enfant n'a plus besoin de sieste, c'est quand vers 6 heures du soir, il n'est pas dans l'excitation et intenable. S'il tient bien vers 6 heures du soir, c'est qu'il n'a plus besoin de sieste. Et là, j'ai une dernière question qui concerne plus quand même les nouveau-nés, enfin, je pense, oui. Hein, vous allez me dire. Que pensez-vous de l'amaillotage, c'est-à-dire en fait de contenir un enfant quand, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider, qui peut influer, qui peut améliorer? Alors, c'est vrai que pour certains bébés ou des prématurés ou des enfants qui ont eu des hospitalisations ou des interventions, on peut emmailloter le bébé pour bien le tenir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'un bébé qui a du mal à dormir, on peut le contenir d'abord dans un espace petit, dans un berceau, dans un couffin, et on peut mettre un boudin d'allaitement autour pour qu'il sente des bords. Il ne faut pas oublier qu'in utero, un bébé avait la tête contre la paroi utérine, donc il était contre quelque chose. Donc il y a des bébés qui ont besoin d'être entourés, d'avoir quelque chose contre leur tête, ce qui les calme aussitôt. Alors l'emmaillotage, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment pour des bébés qui ont eu de grandes souffrances médicales, enfin qui ont eu beaucoup de choses dans leur petit parcours. Sinon pour les autres, un petit espace et pas un grand espace dès le départ. Il sort de la cavité utérine, on ne peut pas le mettre dans un grand espace, il est complètement perdu. Écoutez, nous arrivons à la conclusion. D'abord, moi je voudrais vous dire un grand merci. Pour cet échange, au nom de toutes les personnes qui vous ont écouté, je n'en doute pas avec grand intérêt. Si vous aviez un mot de conclusion ou un dernier conseil à donner, quel serait-il? Alors, je voudrais dire que tout trouble du sommeil se résout. Oui. Il suffit de prendre le temps et de comprendre ce qui se passe et qu'un bébé in utero, ça dort de 21h à minuit. Donc, quand il sort de la maman, il n'a pas le nouveau rythme qu'on voudrait lui donner. Il ne fait pas de différence entre le jour et la nuit et qu'il faut être patient les premiers mois. Il faut cette période d'accordage, cette période d'adaptation pour que le bébé s'adapte à ce nouvel environnement et change un peu d'horaire et fasse la différence entre le jour et la nuit. Et il faut favoriser cette différence entre le jour et la nuit et que ce bébé ait une vie surtout régulière
et dorment toujours dans le même espace. Bien, merci Liliane. Merci. Au revoir.